Hanan Karimi, vous êtes à Berkeley aux États-Unis. Votre livre nous interpelle, en tout cas déjà son titre. Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes? C'est la collection Hors d'atteinte, maison d'édition Hors d'atteinte. Le titre, je le disais, interpelle. En fait, c'est tiré, cet ouvrage, de votre thèse de sociologue. C'est vrai que c'est un titre qui nous interroge. En fait, vous êtes basé sur le cœur de vos recherches et comment vous, chercheuse, vous aviez vécu votre travail en tant que femme musulmane visible. C'est bien cela? Alors c'est le croisement des deux, effectivement. D'abord mon travail de thèse et une partie de ce travail que j'ai concentré sur la question de la reconnaissance finalement des femmes musulmanes comme des femmes qui ont des droits ou qui méritent qu'on défende des droits communs à toutes les femmes. Et effectivement, j'ai porté le foulard pendant un peu plus de 20 ans. Mhm. Et c'est ce que j'explique dans l'avant-propos, c'est-à-dire c'est ce moment pendant le débat public au Sénat où je prends conscience qu'effectivement, on ne considère pas les femmes musulmanes comme des femmes dignes d'être défendues au nom des droits des femmes. Sénat français, on parle de la France, hein. Ouais. Exactement. Et vous, Exactement. mais expliquez-nous pourquoi et comment, selon vous, les Françaises de confession musulmane se sont-elles retrouvées exclues des luttes pour les droits des femmes et des luttes féministes? Alors c'est tout ce que je déploie dans mon livre, c'est-à-dire que je pars de la fabrication, de la construction de l'altérité radicale, cette manière de désigner, de catégoriser les autres, qu'il faut aller puiser dans l'histoire impériale. On n'en sort jamais. Je suis actuellement aux États-Unis et c'est pareil dans l'histoire américaine. On va tout le temps chercher les raisons au cœur même, j'allais dire dans l'ADN même de ces pays. Et c'est la même chose pour la France, avec son histoire impériale dans laquelle l'islam avait un rôle particulier, notamment du fait que c'était l'ennemi numéro un en fait de l'impérialisme français. Mais la question, c'est Et quoi? donc, C'est la question du port du voile ou pas? En clair, si je résume un peu caricaturalement, est-ce que, d'ailleurs c'est votre cas, vous portiez le voile, vous ne le portez plus, est-ce que si le voile disparaît en tant qu'objet physique, en tant que vêtement, est-ce que les problèmes disparaissent ou pas? Parce qu'on aurait pu dire, vous auriez pu l'appeler les femmes maghrébines ne sont-elles pas des femmes? alors, les problèmes ne Enfin, disparaissent ceci pas dit, parce que pardonnez-moi, parce que Naïsam Jalal, ici présente, pour le coup, n'est pas d'origine maghrébine, mais syrienne, et elle est née en France. Donc, pour le coup, là, c'était exagéré. Mais en tout cas, les femmes arabes ne sont-elles pas des femmes, par exemple? c'est pas alors, et c'est ce que j'explique en fait dans mon ouvrage à partir de la construction historique Mhm. de l'altérité radicale qui concerne les hommes et les femmes non blancs finalement, d'accord. C'est un peu l'origine aussi de la question de cet universalisme et de cet individu abstrait qui finalement est quand même un homme qui est situé, qui est positionné, qui est un homme blanc européen et qui va éclairer le monde et civiliser le monde. Et donc, à partir de cette altérité, il y a une deuxième construction qui s'opère pour les femmes qui portent le foulard. C'est pas la même chose, il y a un ordre genré, c'est un ordre de la manière dont les femmes et les hommes et les non-binaires, par exemple, aujourd'hui, occupent la société. Il y a un ordre également racial dans laquelle les personnes non blanches occupent une position subalterne. Et donc c'est dans ce croisement que les femmes musulmanes qui portent le foulard, elles, se retrouvent acculées à une position de féminité hérétique parce qu'elles ne respectent pas Mais en plus, les j'ai envie de normes. dire presque, Hanan Karimi, qu'il y a un cercle vicieux, parce que pas pour toutes, mais pour certaines femmes, notamment musulmanes, qui étaient pratiquantes ou pas, mais qui décident de porter le voile, certaines le font par refuge, parce qu'elles se sont senties exclues. Donc en fait, non seulement elles vont s'approprier un vêtement qui les place dans un refuge, mais en plus elles vont en être victimes, c'est ce que vous nous dites? Alors oui, parce qu'en fait, la question de la conscience ou de la raison pour laquelle on fait les choses ne sont pas tout à fait aussi claires dès le départ, mais moi, c'est mon travail de sociologue que d'interroger les mécanismes qui mènent les individus à telle action ou à tel choix. Et dans la question du foulard et du voile ou du dévoilement, de la prise du voile ou du retrait du foulard, il y a beaucoup la question du rapport de domination. Et quand on est dominé, eh bien, généralement, on réagit à cette domination tout en se sentant finalement libre dans cette résistance ou dans cette opposition. Et
Et en fait, on doit réinscrire tout ça dans le rapport de domination, donc on n'est pas tout à fait libre. Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes? Non, point d'interrogation.